Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart, de l'expertise, du débat et des rubriques que vous connaissez bien. Bien dans son job, d'abord, une fois n'est pas coutume, on parle d'art aujourd'hui dans Smart Job avec une exposition photo. Elle est 100% digitale, donc accessible à tous et elle s'appelle Gueule de l'emploi. C'est le photographe Christophe Duron qui a dédié plus d'une centaine d'œuvres à la passion du bien faire dans le monde du travail. Il a voulu valoriser femmes et hommes de tous horizons professionnels, passionnés par leur métier et fiers de leur entreprise. Je vous propose de questionner la notion d'engagement et ça, grâce à l'art, dans quelques instants. Le Rex du mois, Caroline Ricross viendra nous parler de la gestion du deuil en entreprise, une équation inconnue des politiques des organisations. La prise en charge des salariés en deuil fait en effet partie des impensés RH. C'est un sujet encore largement tabou, face auquel les managers doivent improviser des réponses parfois inadaptées. Elle nous dira tout des droits et des devoirs des deux parties. Le cercle RH et un zoom aujourd'hui sur le coworking. Le boom de ces nouveaux espaces de travail se vérifie, en tout cas en France. Un nouveau baromètre a recensé près de 2800 espaces de coworking en 2021, soit une augmentation de 60% par rapport à 2019. Le futur du travail semble donc bel et bien se dessiner en mode hybride. On reçoit aujourd'hui trois acteurs du coworking pour discuter avec eux des pratiques des salariés, des nouvelles tendances du coworking évidemment, mais également de ses inconvénients car il n'est pas, il faut le dire, adapté à tout le monde. Et enfin, on termine par fenêtre sur l'emploi. Les salles de fitness doivent elles aussi fidéliser leurs talents. Et chez elles, les talents, ce sont les coachs sportifs. Un enjeu de taille alors que le marché du coaching sportif personnel prend de l'ampleur, notamment en version digitale. Nous verrons que ces salles de fitness font tout pour se démarquer en créant bien plus que des lieux dédiés au sport, mais des vrais espaces de bien-être. Ça y est, je crois que j'ai tout dit. On commence comme promis par bien dans son job. Une exposition aujourd'hui dans Bien dans son job, une expo photo dédiée au bien faire dans le monde du travail, à l'heure du désengagement, de la fatigue ou du mal-être au travail, de l'enjeu des salaires ou des tensions de recrutement. L'artiste Christophe Duron, à travers ses 120 œuvres, a opté, lui, pour la passion, l'épanouissement et la fierté que ressentent certains salariés vis-à-vis de leur métier. On en parle avec Didier Pitlet, président de la maison Enoch Consulting et commissaire de l'exposition. Il est notre invité. Bonjour. Merci de m'accueillir. Merci beaucoup d'être avec nous. Didier Pitlet, expliquez-nous comment est née et a mûri l'idée de cette exposition. Et donc cette rencontre aussi, expliquez-nous, avec l'artiste Christophe Duron. Alors je connais Christophe Duron depuis très longtemps. Il est ce qu'il est commun d'appeler un slasher, c'est-à-dire qu'il a deux vies. Il est chasseur de tête depuis une trentaine d'années, c'est un vrai professionnel RH. Donc il côtoie l'humain au quotidien et c'est un passionné de photos depuis toujours et particulièrement depuis 20-25 ans de la scène rock internationale. Il a d'ailleurs fait une superbe expo sur Simple Minds à Cognac il y a quelques mois. Et il m'a présenté un jour l'exposition qu'il a fait avec les agriculteurs de l'île de Ré. Et vous savez, en art, ça vous parle ou ça vous parle pas. Et j'ai été frappé par l'authenticité qu'il a rendue à travers la passion de ces femmes et ces hommes qui travaillent la terre, qui sont fiers de leur production. Et moi qui ai créé et déposé le concept de marque employeur en 98, je me suis dit que cette authenticité, il fallait l'importer dans le monde de l'entreprise. Parce qu'effectivement, on dit un peu tout et n'importe quoi sur la marque employeur, c'est un peu un concept malheureusement un peu bullshit. Ceci étant, il n'a jamais été aussi important pour attirer et fidéliser les talents. Et donc, le lendemain de notre rencontre, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, j'ai une idée, c'est une expo qui, sur ton principe créatif, pourrait valoriser les talents sans artifice, simplement montrer leur bonheur de leur travail, leur fierté de ce qu'ils font. Et puis c'est parti comme ça, et on est parti, on a contacté des entreprises, on a une quinzaine, sur la première édition, on a eu une quinzaine d'entreprises, et on a fait 120 œuvres qui, avec beaucoup d'émotion, montrent à quel point
que l'on soit autodidacte, bac+28, qu'on soit derrière une chaîne de production ou avocat fiscaliste, quand on a la fierté du bien faire, on est naturellement beau. Peut-être encore plus dans ce contexte actuel, c'est ce que je disais en préambule. Est-ce que vous l'avez pensé aussi peut-être comme une réponse aux problématiques que vivent aujourd'hui les salariés ? On parle beaucoup plus aujourd'hui de burn-out, de mal-être au travail, de tension de recrutement. Est-ce que vous l'avez aussi pensé en réponse à ce qui se passe en ce moment ? Alors, le burn-out, le malaise, il ne faut évidemment pas l'occulter, ça existe. Mais au regard, ce qui existe aussi, c'est des centaines, des millions de salariés qui sont heureux au boulot. Et malheureusement, ça, on n'en parle pas assez. Et je peux vous assurer que toutes les séances de shooting que nous avons eues ont été des moments d'émotion intense, extraordinaires, avec, encore une fois, tout type de profil. Cette expo est un hymne à la diversité. Et cela, c'est important de le souligner parce qu'on est loin des discours du politiquement correct. Les gens heureux dans leur job, ça existe, ça se voit, d'où d'ailleurs la signature de l'expo, l'âme et le symbole. Et quand on valorise l'âme, la personne et le symbole, un objet qui caractérise leur job, leur passion, eh bien ça donne cette expo unique, c'est la première fois qu'une telle expo existe, qui, eh bien quelque part, ne tombe pas dans le discours des lieux communs, encore une fois, du parfait employeur, on est merveilleux, etc. Non, les exposants qui sont dans l'expo ont voulu se mettre derrière leurs salariés, et ça se voit. Comment vous les avez trouvés, ces gens heureux au travail ? Vous les avez interrogés ? Alors oui. Est-ce que vous êtes heureux ? Oui, il y a eu chaque œuvre est accompagnée d'un témoignage. Et ce qui est extraordinaire, alors ce qui est important, il faut bien le souligner, aucun témoignage n'est filtré par la moindre censure corporate. Donc c'est vraiment les gens qui parlent avec leur cœur. Et chacun exprime avec leurs mots réellement la fierté de leur quotidien. Que je sois poubelliste, que je sois avocat fiscaliste, que je sois juriste, informaticien ou autre, mon job me réalise. Et c'est ça qu'on a voulu faire passer. Mais cette notion de fierté, elle est intéressante, puisque est-ce que ces salariés sont fiers de leur métier, donc ils sont valorisés par le travail accompli ? Est-ce qu'ils sont fiers aussi de leur entreprise ? C'est deux choses différentes. Alors, en l'occurrence, à travers toutes les 120 œuvres, c'est les deux. Ouais. Moi, j'ai été très très marqué par un jeune homme qui est boucher et qui me dit, voilà, moi je dois tout à mon entreprise parce que la seule voie d'où je viens, c'était peut-être la déviance et la drogue, etc. Et mon entreprise m'a tout donné et je me réalise grâce à elle. Des exemples comme ça, on en a plein. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les exposants qui ont été des pionniers, parce qu'ils ont fait confiance à cette première édition, eh bien, ils ont voulu surtout valoriser, mais avec transparence, leurs équipes, et donc leur donner carte blanche. Et c'est ce qui se rejaillit dans cette expo. J'aimerais revenir aussi sur cette notion d'association avec un objet, une création, quelque chose qu'on a produit. On le voit sur les photos, chaque salarié donc, a un objet à côté de lui. Celui qui travaille tous les jours sur son ordinateur, par exemple, lui ne peut pas être fier de son travail. Voilà, comment vous avez mis en exergue, en lumière, ces salariés qui ne travaillent pas la terre, qui ne produisent pas peut-être quelque chose manuellement. Oui. Je crois sincèrement... Quand on parle de métier passion, on pense souvent à des métiers manuels, c'est vrai, effectivement. Et c'est presque une déformation. Parce que je pense qu'on rentre dans une époque où le bien faire doit être expliqué. Et que je sois dans une fonction de service ou de production, je suis dans le bien faire. Et donc, chaque, comment dirais-je, star de l'expo a réfléchi à qu'est-ce qui peut induire le plus, représenter mon métier. Et donc, ils nous ont parfois trouvé, alors c'est une personne qui travaille avec un boulier, une personne qui travaille, il y a une autre qui a amené une pomme pour symboliser l'idée, etc. Bref. Donc, chacun a trouvé un moyen d'exprimer son bien-faire. Et on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup Didier Pitlet d'être venu nous voir aujourd'hui, nous avoir parlé de cette belle exposition Gueule de l'emploi. Vous nous avez offert le fascicule. Donc 100% digital. 100% digital. On est en train de l'offrir à toutes les mairies qui le souhaitent, parce que l'idée c'est qu'elle entre dans la rue. Et puis nous préparons la saison 2 pour septembre 2023. Déjà la saison 2. Je le rappelle, vous êtes le président de la maison Enoch Consulting et donc commissaire de cette exposition. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Job. Tout de suite, c'est le Rex du mois. Le Rex du mois vous est présenté par Emeria, leader européen des services immobiliers résidentiels.
Le Rex du mois, Caroline Ricross nous a rejoint. Bonjour Caroline. Bonjour Eva. Vous allez nous parler aujourd'hui du deuil au travail et de la manière dont il est géré en entreprise. Et oui, 88% des Français déclarent avoir vécu un deuil et une personne sur deux a été confrontée à un deuil dans le cadre professionnel. Et en fait, aucune tranche d'âge n'échappe à l'universalité de ce vécu. Perdre un parent, un ami ou encore un proche, eh bien, ça fait partie de la vie. Et pourtant, Eva, eh bien, la gestion du deuil en entreprise, c'est un sujet encore tabou en 2022. Pourquoi tabou, Caroline ? Parce que si le deuil est universel, nous ne réagissons pas tous de la même manière en fait face à lui. Chaque deuil est singulier, nous n'avons pas la même lecture du deuil. Et donc, eh bien, au travail, ce n'est pas vraiment étonnant que gérer un deuil soit compliqué donc dans l'entreprise. Et pourtant, il faut agir. Et oui, parce que tout reste à faire dans ce domaine. En réalité, en fait, il n'y a pas vraiment de disposition de loi sur le sujet, à part sur le nombre de jours de congés possibles lors d'un deuil. On le verra d'ailleurs un tout petit peu plus tard dans cette chronique. Donc, conséquence, d'après une étude qui a été réalisée en 2021 par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions, qui s'appelle le CREDOC, 80% des salariés qui sont touchés par un deuil estiment que le soutien des ressources humaines est inadapté, inutile, voire même inexistant. Et pour cause, 58% des employeurs n'ont rien prévu au sein de l'entreprise en fait pour le décès d'une personne proche d'un collaborateur. Un manager sur 3 pourtant, a déjà été confronté à un collaborateur en deuil et où il doit gérer la situation et c'est difficile. Donc une absence de gestion difficile à comprendre quand on connaît les conséquences qu'un deuil peut avoir dans une entreprise. Oui, parce que s'il est mal géré, il peut coûter cher en fait à votre entreprise. Toujours d'après cette enquête réalisée par le CREDOC, les arrêts de travail liés à un deuil durent en moyenne 34 jours par an. Ils représentent 700 millions d'euros d'indemnités journalières chaque année pour la Caisse nationale d'assurance maladie. Un autre chiffre assez frappant, près de 4 salariés sur 10 ressentent des difficultés de maintien dans l'emploi quand ils font face à un deuil. Il y a même 11% des salariés qui décident tout simplement de quitter leur emploi parce qu'ils n'arrivent pas à faire face. Bon, comment on accompagne alors un collaborateur en deuil ? Eh bien, dans un livre blanc, l'association qui s'appelle Empreinte, qui accompagne en fait les adultes et les enfants qui traversent justement une période de deuil, liste en fait 10 propositions pour accompagner un collaborateur qui fait face à un deuil. Elle propose par exemple de créer un comité deuil dans toutes les entreprises. L'idée en fait, c'est d'anticiper l'accompagnement dont pourrait peut-être avoir besoin un salarié justement au sein de son entreprise à tout moment, dès le décès et puis la suite évidemment. Alors la création de ce comité implique d'abord différentes étapes. La première, c'est sensibiliser à la question du deuil justement en entreprise et c'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup dans les différentes entreprises. Il implique également de mettre en place un protocole interne à déclencher en cas de deuil en fait vécu par un salarié, que ce soit lors d'un décès d'un proche ou alors même lors d'un décès d'un collaborateur parce que ça arrive aussi. Un protocole qui doit être adapté à la structure et puis ce comité nécessite également de désigner et de former un référent deuil dans l'entreprise, donc il peut être un collaborateur ou une collaboratrice, la personne en fait vers qui on va pouvoir se tourner justement si on fait face à un deuil. Autre proposition également de l'association, choisir un binôme. Le manager, en fait, on le voit, ne peut pas gérer tout seul ce deuil, le deuil d'un collaborateur, donc c'est bien s'il est aidé. Surtout que souvent le lien hiérarchique peut aussi compliquer les choses et les relations sont parfois compliquées. L'association Empreinte recommande également la désignation par le comité deuil d'un binôme en fait donc propre à chaque situation de deuil. Son rôle est d'intervenir au plus près de la personne en deuil, de l'écouter, de la comprendre et peut-être de proposer des mesures à mettre en place pour aider cette personne qui fait face à un deuil. Selon l'enquête d'ailleurs toujours du CREDOC, 47% des personnes en deuil expliquent justement avoir reçu du soutien d'un collègue et ce soutien a été essentiel ou bénéfique justement pour faire face à ce deuil selon eux. Associer le collègue à la gestion du deuil semble donc très importante. Et puis enfin, dernière recommandation, pour mieux appréhender le deuil en entreprise, il faut soutenir le salarié dans la durée parce qu'un deuil forcément c'est long. Faire son deuil prend du temps, ça ne se règle pas en un claquement de doigts. De l'annonce du décès à l'entreprise et aux collaborateurs jusqu'aux obsèques, déjà il se passe un premier temps. Et puis ensuite il y a également l'absence du salarié pendant ce deuil et puis quand il revient au travail c'est un second temps, donc le deuil ça prend du temps. Il faudra aussi peut-être une prise de conscience au niveau des pouvoirs publics, Caroline. Notamment sur le nombre de jours de congés autorisés pour une personne en deuil, parce que ce nombre de jours diffère selon le proche perdu. Saviez-vous, par exemple, Eva, qu'aujourd'hui, en fait, s'il n'y a pas de convention collective au sein de votre entreprise, eh bien, vous avez 3 jours de congé pour la perte de votre conjoint.
3 jours, c'est peu. Pas beaucoup. Pour la perte d'un enfant, la loi a allongé la durée du congé de deuil en 2020 seulement, de 5 à 7 jours ouvrés. 7 jours. Pourtant, 44% des Français et des Françaises estiment que ce congé de deuil pour le décès d'une personne proche devrait être minimum de 11 jours. Pour remédier donc à cette situation, l'association Empreinte propose dans un premier temps d'aligner la durée de congé accordée lors d'un décès sur celle qui concerne uniquement aujourd'hui le décès d'un enfant. Un salarié pourrait donc prendre une semaine de congé, quel que soit le proche qui est décédé. Enfin, autre mesure proposée, imposer dans les différents organismes la formation encore d'une personne, du coup ressource sur le deuil, à un référent deuil, donc, dont on a déjà parlé, comme cela a été fait par exemple pour la gestion des handicaps dans les entreprises. Bon, là on a parlé du deuil privé. Que dit la loi pour un deuil national? Là, vous allez peut-être nous prendre un exemple actuel. Eh bien oui, il y a quelques jours, les Britanniques ont enterré leur reine, Elisabeth II, après quand même 10 jours de deuil national. Et lors de ces 10 jours, on l'a vu, il y a pas mal de commerces qui ont baissé les rideaux. Et puis certains salariés ne sont pas allés travailler. En France, le deuil national est décrété par le président de la République. Ça, on le sait, c'est une mesure exceptionnelle. Mais est-ce une raison suffisante pour ne pas aller travailler? Eh bien, pas vraiment. En fait, tout dépend du Premier ministre, mais également de l'employeur. Lors d'un deuil national, en fait, le Premier ministre fait paraître une circulaire. Dans cette dernière, il peut inviter les employeurs, mais également les salariés, enfin les employeurs surtout, à mettre en place des mesures nécessaires pour que leurs salariés puissent assister aux différentes cérémonies qui sont prévues lors de ce deuil. Sur le principe, il pourrait même, par exemple, proposer une journée chômée ou une journée fériée. Mais en fait, dans les faits, le deuil national, c'est plus une invitation qui est lancée aux citoyens et aux entreprises pour rendre hommage à la personne défunte. Mais il n'y a aucune obligation. Il appartient donc au salarié, en fait, si jamais il veut participer à ce deuil national, de demander à son employeur l'autorisation. Et est-ce qu'on peut sanctionner un salarié qui serait absent le jour d'un deuil national? Eh bien, en cas de contentieux, ce sont les juges du fond qui vont trancher et qui vont apprécier justement au cas par cas les situations de refus de demande d'absence. Par exemple, un salarié dont l'employeur, par exemple, ne contrôle pas l'emploi du temps vraiment à la minute, ce serait possible. Mais en tout cas, il vaut toujours mieux parvenir à un accord avec l'employeur. Merci beaucoup Caroline Ricross pour toutes ces informations. Pour ce Rex du Mans, on vous retrouve évidemment mercredi prochain sur ce même plateau. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite dans le Cercle RH. On va parler de l'essor des espaces de coworking. À tout de suite. Le Cercle RH, aujourd'hui, on parle du coworking qui gagne du terrain en France, qui gagne du terrain et qui connaît un franc succès. Ce ne sont pas les leaders du secteur qui diront le contraire. On en reçoit 3 aujourd'hui. Mehdi Dziri, directeur général d'Ubique. Bonjour Mehdi. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner. C'est vous qui avez réalisé le dernier baromètre sur le marché de l'immobilier de bureau et qui prouve le succès de ce modèle. C'est ce qu'on disait, puisque vous recensez dans cette étude 2787 espaces de coworking en 2021, soit 60% de plus qu'en 2019. On va parler de cet essor et de ce succès. Éric Lobouet nous accompagne également, fondateur de Ebos, qui propose des espaces de coworking en région parisienne. Bonjour Éric. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Un autre Éric nous accompagne, Éric Martin, président de Startway, spécialiste là aussi du coworking, qui gère 34 sites en France, dont 15 en région. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. J'aimerais évidemment qu'on revienne avec vous sur l'essor de ces nouveaux espaces, sur l'intérêt des salariés français surtout, qui privilégient de plus en plus ces lieux de travail. Mehdi Dziri, ça paraît un peu simple, mais est-ce qu'on pourrait redéfinir avec vous ce qu'est le coworking? Oui, bien sûr. Le coworking, ce sont des solutions et des espaces de travail clés en main pour des entreprises. Et donc, le concept, c'est d'avoir des espaces communs et des services qui sont partagés entre tous les occupants des lieux. Et chacun va pouvoir venir consommer ce dont il a besoin, que ce soit un poste en open space, un bureau privatif ou même des plateaux indépendants. Est-ce qu'il y a des services de base, là vous parlez d'un bureau, d'un ordinateur, services de base essentiels à un espace de coworking? Bien sûr. Les avantages des espaces de coworking, c'est qu'ils vont proposer d'inclure l'ensemble des services du bureau dans l'abonnement qui est facturé au prix par poste par mois. Et donc qui intègre les charges, le ménage, l'électricité, tous les services de base, Internet, etc. Et puis tous les services additionnels, que ce soit des salles de sport, des services de sport,
les espaces de restauration, de café, et puis bien sûr l'accès à la communauté de coworkers qui est très importante. L'enjeu des espaces de coworking, c'est de créer et de tisser des liens entre les différents occupants du lieu. Et donc, c'est cette communauté-là qui se crée et qui a une teinte, une culture différente selon les espaces. On va en reparler de ces services additionnels, puisque j'imagine que c'est ça aujourd'hui qui permet de se démarquer aujourd'hui entre les différents acteurs du coworking. Éric Martin, est-ce que les entreprises se sont emparées de ce sujet d'abord, ou est-ce que ce sont les salariés eux-mêmes finalement qu'on a mis en télétravail et qui se sont dit « Ah, ce serait pas mal de trouver un espace peut-être un peu plus agréable pour travailler ». Eh bien les deux. Les deux ? Oui. D'abord, ça a commencé par les entreprises, et plutôt les petites entreprises qui cherchaient une solution clé en main, tout compris, facile, j'arrive, j'ai mon ordinateur, je pose sur un bureau, je travaille, je ne fais que ça. Et Startway ou un autre fait l'électricité, etc., fait tout ce qu'on appelle, nous, les irritants de l'immobilier. On fait chez Startway. Et l'entrepreneur, la petite entreprise, ne fait que son travail, donc, pour lequel elle est fondée et se développe. Les salariés ont compris qu'il était intéressant de ne pas être toujours sur son lieu de travail, dans le sens où je suis tout le temps derrière mon ordinateur. Je suis tout le temps derrière mon ordinateur, je peux le faire ailleurs qu'au bureau. Donc je peux le faire chez moi, donc le télétravail, mais on peut le faire aussi chez Startway ou chez un coworker, donc ce qu'on appelle en tiers-lieu. Donc je ne suis pas dans mon bureau, dans mon siège social, mais je suis en région parce que j'étais en week-end, je suis allé voir ma famille, peu importe, mais je vais dans un lieu de travail, loin de mon bureau, mais je suis connecté et je travaille. Donc les salariés se sont emparés de cette solution. Et les entreprises qui ont signé les accords de télétravail ont dit très bien, moi, dans mon bureau, dans mon siège social, j'ai besoin de moins de surface puisqu'il y a des gens qui sont en circulation, en nomadisme, mais j'avais envie qu'ils soient un peu chez eux, mais pas que. J'ai envie qu'ils soient dans des tiers-lieux, donc dans des espaces de coworking, parce qu'il y a un environnement de travail, on l'a bien dit, qui est balisé avec des services, donc un environnement professionnel. Mais là, on voit un essor quand même assez impressionnant, plus 60% entre 2019 et 2021. Les restrictions sanitaires, elles ont imposé le travail à la maison pour des millions de salariés. Comment on est passé du travail à la maison au travail dans ces espaces? Peut-être, Éric Loboué, si vous voulez répondre à cette question-là. Voilà, comment on est passé de, on est obligé à un moment de travailler à la maison, puis non, finalement, on ne travaille plus à la maison, on travaille dans des espaces de coworking en pleine crise Covid, j'ai envie de dire, 2020-2021. Complètement. Je crois qu'il y a une notion qui est importante, qui a été donnée par Mehdi tout à l'heure, c'est la notion de communauté. Il y a énormément de gens qui viennent chez nous avec, bien sûr, comme objectif numéro 1 d'avoir un espace de travail, mais l'objectif numéro 2, c'est d'en voir des gens. Voir des gens, avoir des collègues avec qui discuter à la machine à café, voir d'autres entrepreneurs avec lesquels on peut peut-être même tisser des liens commerciaux, et puis simplement discuter avec des gens, retrouver une vie sociale. Et je crois qu'il y a un point aussi qui est très important dans l'essor aujourd'hui des espaces de coworking, c'est la notion de travailler ailleurs que chez soi, mais proche de chez soi. On parle de la crise de l'augmentation du prix de l'essence, les problèmes des transports pour les franciliens, c'est une angoisse. Aujourd'hui, arriver à allier cette équation qui permettrait de faire du télétravail pas chez soi parce qu'on n'a pas toujours les bonnes conditions pour le faire, et puis parce qu'on a besoin de sortir, de s'habiller, d'avoir l'impression d'aller au travail, mais à côté de chez soi, ce qui nous permet, de faire des économies et potentiellement aussi d'améliorer sa qualité de vie, c'est une des raisons qui font qu'il y a un vrai essor. Mais donc c'est quoi un espace de coworking près de chez soi? Donc ils sont installés où globalement aujourd'hui en France? Donc on imagine non pas dans les lieux de bureaux traditionnels type La Défense, sinon ça n'aurait peu d'intérêt. Et c'est pour ça que j'en parle, puisque c'est effectivement le créneau qu'on a choisi avec EBOS, c'est d'aller se positionner plutôt en périphérie. Oui. En banlieue, voire en ruralité, là où les gens en ont besoin. J'explique. Quand vous habitez aujourd'hui dans le sud de l'Essonne, vous rendre à La Défense, c'est Koh-Lanta avant d'y arriver quand même. C'est compliqué, on ne sait jamais à quelle heure on arrive, et quand on est arrivé, on pense déjà à l'heure à laquelle on va devoir repartir. Et justement, ce qu'on constate, c'est que toutes ces communes, avec ces gens qui sont soumis au déplacement pendulaire, deviennent des villes dortoirs. Puisqu'en fait, on part très tôt le matin et on rentre très tard le soir, donc impossible de faire des achats ou quoi que ce soit. Avoir la possibilité de travailler à côté de chez soi, ça permet aussi d'aller chez son boucher, d'aller dans le restaurant à côté, et puis d'être à l'heure pour récupérer son gamin à la sortie du sport, par exemple. Éric Martin, de la même manière, absolument. On implante ces espaces de coworking près des domiciles des salariés. Les lieux de vie sont éclatés. Oui. D'accord. Et donc, tout le monde devient nomade en permanence dans la semaine. Donc,
nous, on a un credo, on dit on va trouver un bureau où je veux, quand je veux. C'est simple. Voilà. Et donc, je dois travailler. Donc, un bureau à domicile, est-ce que j'ai un vrai bureau? C'est pas simple. C'est pas toujours simple. Donc, il faut un lieu professionnel pour aller travailler où je veux, quand je veux. Et les espaces de coworking répondent à ça. Mehdi Dzeri. Ouais, il y a une évolution sur 2 plans et qui explique la raison pour laquelle le marché du coworking est en pleine croissance. Et on peut regarder ça par 2 prismes. Celui des entreprises, d'abord. Et en fait, c'est 2 usages un petit peu différents. Et les entreprises qui, pendant la crise sanitaire, se sont retrouvées avec des surfaces sur lesquelles ils étaient engagés via des baux commerciaux et qui, en fait, se rendent compte qu'avec le télétravail, ils n'ont plus besoin d'autant de surface. Et donc, le fait d'avoir été engagés, pieds et mains liés à un bail commercial, ça les fait considérer des solutions de bureaux flexibles. Et là, ce qui les intéresse le plus dans les modèles de coworking, c'est la flexibilité du contrat. C'est le fait de pouvoir s'engager sur des périodes de 6, 12 mois, faire évoluer en temps réel, au gré de leurs besoins et de leurs effectifs, leur capacité d'accueil dans des bureaux. Et donc, ça, c'est la partie du marché du coworking qui se développe beaucoup dans les grandes villes. Et là, pour le coup, on n'a pas vraiment changé. On continue à beaucoup créer d'espaces de coworking dans le QCA, dans les grandes villes, au cœur des grandes villes. Et puis, derrière, il y a l'autre modèle, c'est les télétravailleurs qui, eux, veulent aujourd'hui s'affranchir de leur lieu de travail pour déterminer leur lieu de vie. Et eux, ils ont besoin de solutions de travail, solutions de sociabilisation à un moment, comme vous le disiez tout à l'heure. Et donc là, à ce moment-là, il y a aussi des espaces de coworking, des tiers-lieux qui se créent un petit peu partout, en région, dans des zones qui sont aujourd'hui des déserts d'offres de bureaux et d'espaces de coworking, qui sont en train d'émerger et de se développer et sur lesquels il est très intéressant, à la fois d'un point de vue économique et sociétal, que ces espaces se développent. Mais dans les faits, justement, comment les entreprises, elles accompagnent les salariés dans ces espaces-là? Est-ce que c'est elles qui prennent en charge financièrement les abonnements dans ces espaces de coworking? Vous disiez ça intéresse les entreprises pour avoir moins d'espaces de bureaux, c'est-à-dire qu'on met 2, 3, 4 salariés? Est-ce qu'on met l'intégralité de nos collaborateurs dans ces espaces de coworking? Enfin voilà, dans les faits, concrètement, voilà, c'est ce qu'on a envie de savoir aussi aujourd'hui. Comment ça marche? C'est un modèle très intéressant, justement. C'est un marché qui est en train de se structurer. Et historiquement, chacun faisait un peu à sa manière. Il y a ceux qui vont dans un espace de coworking, qui vont prendre la facture et faire une note de frais à la fin du mois, très simplement. Il y a ceux pour lesquels l'entreprise a mis en place une vraie réflexion et une politique de télétravail et une expérience de télétravail global. Et là, on a des entreprises qui sont très avancées, d'autres qui commencent à peine la réflexion. Je peux vous donner un exemple d'une entreprise avec laquelle on est très avancé. Une start-up, ils ont environ 300 collaborateurs. Ils ont une centaine de collaborateurs à qui ils ont donné la possibilité d'aller travailler d'où ils veulent. Ils sont en full remote, partout en France. Et avec eux, on a imaginé un programme qui permet à chaque collaborateur en full remote de choisir son mode de travail. Soit je travaille à domicile, et dans ce cas-là, je me fais équiper à la maison avec un bureau, une table, une chaise, tout le matériel qu'il faut pour télétravailler dans de bonnes conditions à la maison. Ou alors, je choisis un espace de coworking près de chez moi. Et donc, on a déployé ce programme-là. Et ce qui est assez intéressant, ce qui est assez drôle, c'est que en fait, ça fait 50-50. La moitié qui ont choisi coworking, la moitié qui ont choisi la maison. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'ils se sont retrouvés dans des bureaux partagés dans les villes, en fait. Donc, l'équipe qui est à Nantes, ils se sont tous retrouvés ensemble dans le même espace de coworking. Et donc, en fait, on a recréé des bureaux satellites. Un bureau de 6 à Nantes, un bureau de 10 à Marseille, un bureau de 8 à Bordeaux, etc. Donc, c'est assez intéressant comme modèle, mais c'est un marché qui est naissant encore. Éric Leboche, je vous voyais sourire quand j'ai parlé de prise en charge financière des entreprises pour les abonnements des espaces de coworking. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on pense tout de suite à la cible télétravailleur. Oui. Et moi, ce que je constate dans mes espaces aujourd'hui, c'est qu'on a moins de 10% de télétravailleurs. Et le premier frein, c'est quand il n'y a pas de prise en charge de l'employeur, qui aujourd'hui paierait de sa poche pour aller travailler. Donc il est vrai qu'il y a une démarche qui est en train de se créer. Il y a de plus en plus d'entreprises et de grands groupes souvent qui sont un peu leaders là-dessus, ou alors des patrons de PME qui sont sensibles au sujet. Mais il y a encore une vraie marge. Le jour où cette prise en charge sera généralisée, je pense qu'on verra encore plus de télétravailleurs fréquenter des tiers-lieux. Parce que c'est vrai que on va plutôt parler de tiers-lieux quand on est un peu en périphérie, en ruralité, parce que ce sont des lieux de vie. Et c'est vrai que la fréquentation Paris intramuros, on est plus sur du coworking pur et dur, où on vient vraiment chercher un service précis. Et effectivement, cette notion de la prise en charge de l'employeur, elle est aujourd'hui cruciale. Elle est essentielle. Elle est cruciale. Ça commence. Je vais commenter. Éric Martin. Nous travaillons avec les grands groupes maintenant sur cette réflexion. Voilà, sur l'intérêt des grands groupes, je sais que vous êtes partenaire de La Poste Immobilier. Voilà, expliquez-nous en quoi consiste
consiste ce partenariat et donc voilà, cet intérêt des grandes entreprises aussi pour ces espaces de coworking. Donc la Poste Immobilier est notre actionnaire, mais aussi notre fournisseur d'immobilier et aussi notre client. Et donc, et quand on dit notre client, j'ai donné, donc ça peut être le groupe La Poste, la Banque Postale, etc., nous confie la gestion de 50, 80, 100, 200 salariés qui sont en mobilité. Parce que accord de télétravail ou parce que ça nécessite, c'est leur travail qui nécessite ça, d'aller voir des clients ailleurs que dans leur siège social. Et donc, on vend, moi, ce que j'appelle le collier à boules type Club Med. Okay, on avait, dans l'imagination du Club Méditerranée, on ne payait pas des services, on avait un collier à boules et puis on donnait des boules pour payer quelque chose. Nous, on donne des heures de bureau aux salariés, aux patrons, qui lui donnent à ses managers, qui donnent aux équipes. Et donc, ils peuvent réserver jusqu'à 18h la veille pour le lendemain un bureau où ils veulent, où ils sont, où ils en ont besoin. Et donc, ça répond complètement à la demande des grands groupes de dire... Vous êtes en partie en remote, en dehors du siège social, mais vous pouvez aller où vous voulez. Et Startway, qui est un réseau, peut permettre de proposer cette solution-là. Que vous soyez à Marseille, à Lille, à Bordeaux, etc., eh bien, vous avez un espace de travail qui peut vous être octroyé pour travailler dans des bonnes conditions. On comprend que le mot fort aujourd'hui, c'est flexibilité. Oui, Mehdi Dziri, vous voulez réagir ? Et puis ça va être une obligation pour les entreprises de réfléchir à ces sujets-là. Parce qu'en fait, on ne peut pas juste se dire, bon, bah, j'ai passé la moitié de mes collaborateurs en télétravail, j'ai réduit ma surface immobilière de moitié. Et puis c'est parfait, on s'arrête là. J'ai des collaborateurs qui viennent plus au bureau, qui n'ont plus les avantages du bureau, qui ne bénéficient plus de la culture de l'entreprise, des leviers de sociabilisation. Aujourd'hui, ce que recherche un employé, et on le voit, c'est très tendu sur le marché du travail, c'est un sens dans ce qu'il fait, et donc il y a une quête de sens. Et puis le fait de participer, contribuer à une culture d'entreprise, de sentir adhérer à un groupe avec une vision commune. Et donc dans ce cadre-là, l'expérience de travail en télétravail va être clé et à réfléchir, et ça fera une composante clé de l'expérience collaborateur en sens large et des marques employeurs. Éric Loboué, comment le marché est réparti aujourd'hui ? Vous êtes 3 acteurs du coworking, plus ou moins gros. Comment le marché aujourd'hui des espaces de coworking est-il réparti ? Voilà, comment ça marche ? Expliquez-nous un peu. Alors aujourd'hui, c'est un secteur qui devient de plus en plus concurrentiel. Ouais. Il y a des gros acteurs qu'on connaît, que je ne nommerai pas, qui ont pignon sur rue en région parisienne et notamment et dans les grandes villes. Et on voit de plus en plus de petits opérateurs qui se créent avec une identité forte. Parce que c'est ce que les gens recherchent. Ils cherchent une thématique. Pourquoi je vais aller dans cet espace-là plutôt qu'un autre ? C'est parce qu'il y a une teinte particulière qui peut être le sport, qui peut être la tech, qui peut être simplement un état d'esprit un peu particulier, ou même l'art. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les coworking sont des tiers-lieux avec une identité vraiment, vraiment forte. On se démarque, c'est ça ? Aujourd'hui, c'est la clé. En quelques secondes, il nous reste 30 secondes. Oui, alors il y a, par exemple, chez Startway, on s'est démarqué en allant en région. Oui. Okay, on se dit, mais pourquoi il y a autant de travail ? On peut simplement se démarquer en allant près de chez les gens. Et bien, près des gens. Quand on dit un bureau où je veux, il faut être un peu partout pour leur proposer cette solution-là. Donc, on a été dans les territoires. Donc, ça, c'était une première différenciation très forte chez Startway. Après, il y a l'ADN, en effet, ce qu'on propose comme service. On est ESG, on est inclusif. Voilà, ces thématiques qui sont très fortes aujourd'hui dans les marques employeurs, y compris pour nos clients qui viennent avec des valeurs fortes. Il faut qu'on ait les mêmes. Il faut qu'on propose quelque chose qui plaise à nos clients, donc qui vont plaire à leurs salariés. Et donc, on a des ADN forts. Et les grands groupes peuvent être un peu dénaturés. Okay, c'est ça le sujet. Et donc, quand on grossit, qu'on est obligé un peu d'uniformiser, on peut dénaturer. Donc, les petits sont des fortes valeurs fortes, les gros un peu dénaturés. Et tout l'enjeu de groupes comme nous qui sont entre les deux, c'est d'avoir des valeurs très très fortes et très ancrées, tout en devenant gros et dans tout le territoire français. Merci beaucoup à tous les 3 d'être venus nous parler aujourd'hui de ces espaces de coworking. Merci Mehdi Dziri, je le rappelle, vous êtes directeur général du BIC. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci Éric Loboué, fondateur de EBOS, et merci Éric Martin, président de Startway. Merci beaucoup à tous les 3 d'être venus aujourd'hui. Tout de suite et comme chaque jour, on termine cette émission par Fenêtre sur l'emploi.
Comment les salles de fitness fidélisent-elles leurs coachs sportifs? C'est la question qu'on va poser à un des leaders du secteur. Keep Cool, c'est un réseau de 200 salles de fitness partout en France et dans un contexte post-Covid où les salles ont perdu de nombreux adhérents, où les coachings à distance se sont multipliés. Elles font tout aujourd'hui pour renforcer leur marque employeur et fidéliser leurs talents. On en parle avec le CEO de Keep Cool, David Amlini est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. On en parle évidemment beaucoup dans Smart Job. Le contexte actuel est plutôt à la démission, aux tensions de recrutement. Expliquez-nous quelle est aujourd'hui la situation pour le marché des salles de sport. Est-ce que lui aussi a du mal à recruter? Écoutez, je pourrais parler pour ce qui nous concerne nous directement. Pas vraiment, parce qu'en réalité, coach sportif, c'est quand même une vocation. Vous ne passez pas ce type de diplôme si vous n'êtes pas passionné. Donc c'est un métier de passionné. C'est en plus un métier qui est plutôt dans l'air du temps. Effectivement, le Covid a amené beaucoup de gens à se questionner sur le sens de ce qu'ils font. Chez nous, le sens est assez clair, on fait du bien aux gens. Dans un contexte sanitaire un petit peu compliqué, je pense que les coachs sportifs ont plutôt trouvé du sens qu'une absence de sens. Donc on n'a pas eu réellement d'impact important et on a aussi beaucoup travaillé pour le limiter. Sur quels critères les recrutez-vous, ces coachs sportifs? C'est ce qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'un bon coach sportif? D'abord, il doit être diplômé. Oui. C'est une première chose. Historique, il doit être diplômé, donc un BPJEPS, il doit avoir un diplôme. Chez nous, c'est indispensable. On est la seule enseigne à réclamer le diplôme et à avoir des coachs en CDI. Généralement, les autres enseignes sont plutôt sur des auto-entrepreneurs. Donc ça, c'est le premier aspect. Nous, ensuite, on va chercher quelqu'un qui a un bon relationnel, au-delà de la technique. Puisqu'on est quand même dans l'accompagnement et c'est notre boulot. Et puis troisième élément, on a besoin de gens qui soient polyvalents. Aujourd'hui, vous êtes plus simplement coach sportif chez nous, vous êtes aussi agent d'accueil, vous allez vendre, vous allez gérer une clientèle. Donc on a besoin de gens techniques avec un bon relationnel et polyvalent. Après la question du recrutement vient celle donc de la fidélisation. C'est un enjeu clé pour vous. Pourquoi c'est important d'avoir des bons coachs et de les faire rester? Parce qu'en fait, ils sont l'interface avec nos clients. Aujourd'hui, sur l'ensemble des deux marques, on a plus de 700 000 utilisateurs et ils sont l'interface. Aujourd'hui, on a 800 coachs dans le réseau. C'est eux qui représentent chaque jour, chaque seconde, chaque minute l'état d'esprit et les valeurs de la société. Donc, les garder près de nous le plus longtemps possible, c'est évidemment clé. C'est eux qui peuvent faire rester là aussi les clients. Bien sûr, parce que c'est eux qui sont en interface directe avec eux. Notre métier, finalement, n'est que de mettre les coachs dans les meilleures conditions pour qu'ils soient eux-mêmes promoteurs de nos valeurs. Alors dites-nous exactement chez Keep Cool, qu'est-ce que vous mettez en place? Quelles mesures, approches RH vous mettez en place pour fidéliser ces talents, justement? Alors nous, on a un programme un peu emblématique qui s'appelle Coach Ambassadeur. Donc on réunit les 800 coachs dans le réseau. On leur propose de participer à ce programme qui consiste globalement à regarder un petit peu comment ils fonctionnent, ce qu'ils sont, leur personnalité. On en sélectionne une centaine qui vont devenir les égéries de la marque. Donc ce qu'ils vont faire, c'est que, c'est eux qui vont produire tous les contenus digitaux, contenus vidéo, etc. Et vous verrez à l'occasion, sur nos publicités, vous n'avez que des coachs. Donc on en fait les égéries de la marque. C'est eux qui représentent la marque partout, tout le temps. Ça booste leur popularité, ça booste leur self-esteem. On leur apprend beaucoup de choses. Comment se comporter devant une caméra, comment prendre la lumière, comment étoffer un petit peu leur savoir-faire, leurs compétences, ce qui fait que... Ça crée quoi? C'est un sentiment d'appartenance à l'organisation? Un sentiment d'appartenance, et puis les gens, ils ont besoin de deux choses, je pense. Ils ont besoin, d'avoir un sentiment d'appartenance, effectivement, et d'avoir une perspective. Quand vous rentrez coach, chez nous, vous pouvez devenir coach ambassadeur. Donc, vous pouvez prendre la lumière, vous pouvez exister indépendamment de l'enseigne, vous pouvez avoir une vraie identité. Chez Keep Cool, vous avez décidé aussi d'en embaucher des coachs en CDI. Pourquoi? Quelle est la... Uniquement en CDI. Uniquement la en règle, CDI? c'est uniquement en CDI. Ce qui n'est pas le cas dans les autres salles de sport. Dans les autres salles de sport, ils sont plutôt avec des auto-entrepreneurs. Généralement des auto-entrepreneurs qui même vont louer les espaces et avoir leur propre clientèle. Nous, on n'est pas du tout là-dedans parce que, comme je vous dis, l'enjeu pour nous, c'est de transmettre nos messages et nos valeurs. Et la seule façon de le faire, c'est de donner aux gens de la sécurité. C'est de leur dire, puisque je te fais confiance au long cours, et toi, en contrepartie, tu vas pouvoir porter ce que j'ai envie d'incarner. Qu'est-ce que la formation aussi, je crois, fait partie de vos politiques de fidélisation? On a une école de formation. Formation continue aussi. Formation continue. On forme plusieurs centaines de coachs à l'année sur un ensemble de problématiques, aussi bien de techniques sportives, avec demain des diplômes qui sont officiels, mais surtout sur du relationnel, sur du commerce, sur ce qui va les intéresser finalement et ce qui va porter un petit peu nos messages. Aujourd'hui, j'avais aussi une question, transformer une salle de sport en véritable lieu de bien-être, ça c'est votre credo aussi, avec, j'ai vu, des corners diététiques, des cours de yoga, de pilates, la relaxation. C'est une aubaine pour les clients, évidemment, une manière d'attirer les clients. Est-ce que là, puisqu'on parle de fidélisation des coachs sportifs, est-ce que c'est aussi peut-être là aussi une manière de les fidéliser, les coachs, en disant regardez les espaces de travail dans lesquels vous travaillez, on essaie de les maximiser. Absolument, et en fait il faut prendre le problème un peu à l'envers. Dans les salles de sport historiquement, les gens s'abonnent pour 12 mois
Vous m'avez dit avant que vous étiez abonné. Et puis ils se désabonnent. Probablement 12 ou 13 mois, donc à la fin de leur engagement. Pourquoi ? Moi, j'ai fait 1 an, justement. Voilà, vous êtes bien exemple. Pourquoi ? Parce qu'on ne délivre pas la promesse. À 2 niveaux. 1, parce que les gens parfois n'ont plus le courage d'y aller physiquement, ou parce qu'ils viennent ou pour prendre du muscle et perdre du poids, et en réalité, ils n'y arrivent pas. Pourquoi ils n'y arrivent pas ? Ils n'y arrivent pas parce que si vous voulez répondre à vos objectifs, vous devez faire du sport, mais vous devez aussi bien manger et quelque part un peu bien penser ou bien consommer. Et donc les coachs se retrouvent confrontés à ce problème-là. Ils sont capables d'accompagner les clients sur une meilleure pratique sportive, mais pas sur la manière dont ils doivent se nourrir. Donc, quelque part, il y a une perte de sens pour eux. Et c'est votre rôle de créer cette cohérence. Exactement. Merci beaucoup, David Amouni, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Je rappelle, vous êtes le CEO de Keep Cool. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci à vous aussi, évidemment, de nous avoir suivis. Merci à Nicolas Juchat qui m'a aidé à préparer cette émission. Dans un instant, votre rendez-vous Restart sur Bismart. Dans le cadre de la 5e semaine de la création et de la reprise d'entreprise, Bismart vous propose cette semaine des portraits de demandeurs d'emploi qui ont créé leur entreprise. Ils ont été accompagnés par Pôle emploi via ce programme Restart, justement. Un nouveau portrait à découvrir donc dans quelques instants. Moi, je vous dis à très très vite sur Bismart. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao. Cette séquence vous est présentée par Pôle emploi. Entreprenez votre avenir. Bonjour à toutes et à tous, semaine spéciale sur Bismart à l'occasion de la semaine de la création et de la reprise d'entreprise en partenariat avec Pôle emploi. Nous avons décidé de donner la parole à des demandeurs d'emploi qui ont fait le choix de l'entrepreneuriat. Tout de suite, direction Viry-Châtillon, à la rencontre de Mathieu Lucassi, le fondateur de Gobiuse. Bonjour. Bonjour. Quand j'ai vu à l'époque qu'il y avait 4 milliards de gobelets qui étaient utilisés chaque année en France et 1 seul % qui était recyclé, à ce moment-là, je me suis dit qu'il était peut-être temps de faire quelque chose et que je pouvais apporter ma petite pierre à l'édifice. On a placé le fameux cap des 3 ans, donc c'est très bien. On est une équipe de 5 personnes maintenant, avec plusieurs personnes en CDI aussi, et on continue à travailler sur des sujets de développement autour de l'économie circulaire. On a bien fait évoluer l'activité. Initialement, on était sur la collecte de gobelets en plastique. Aujourd'hui, on est vraiment sur des projets d'économie circulaire où on arrive à créer des matériaux à partir de déchets d'une entreprise pour remplacer déjà de produits neufs de cette même entreprise. Et on arrive à accompagner les entreprises sur de l'impact et de la valorisation de leurs déchets qui est beaucoup plus importante que ce qu'on faisait tout au départ. On travaille aujourd'hui avec des groupes, des PME aussi. On travaille aussi avec certains acteurs publics, comme la mairie de Viry-Châtillon, là où on est implanté. Mais on travaille beaucoup avec le secteur de la santé, avec le groupe Coin notamment. On travaille aussi avec des groupes comme le groupe Air France aussi, le groupe Lagardère Média. Donc on est vraiment sur des secteurs qui sont assez variés. On est sur à peu près 500 points de collecte aujourd'hui qui sont déployés un peu partout en France. On est présent sur toutes les régions de France aujourd'hui, c'est assez important. Et puis en termes d'équivalent CO2 sauvé, on a à peu près 6 tonnes. En chiffre d'affaires, on a enregistré en 2021 un chiffre d'affaires qui était supérieur à 250 000 euros. À l'époque, c'était surtout j'avais le choix entre un versement d'une partie de mes droits cumulés parce que je travaille jusqu'ici, ou alors le maintien des aides pour les demandeurs d'emploi pendant que je développais la start-up, option que j'ai choisie. Et ensuite, les conseillers, en fait, ils m'ont aidé en me proposant des forums, en me proposant des formations aussi pour continuer à apprendre et à monter en compétences en tant qu'entrepreneur. Et aussi, ça a été des accompagnements, des réponses à mes questions quand j'avais des sollicitations, des mises en relation aussi quand c'était pertinent. Moi, j'ai la chance d'être accompagné quand même pendant 2 années par Pôle emploi. Et Gobiuse, c'est un projet qui a maintenant 4 ans. Donc, je vous laisse faire le calcul. Ça a été tout à fait déterminant. Ils m'ont apporté une vraie sécurité. Oui. Mathieu Lucassi, merci. L'entrepreneuriat comme alternative au salariat, suite demain de notre semaine spéciale Restart avec Pôle emploi.